Bonjour, aujourd'hui on va parler du nouveau livre que j'ai lu, qui s'appelle Le service secret turc. Voilà, j'ai lu en format tablette, quoi, en format EPUB. Alors c'est un livre qui est écrit par Constantin Pikramenos et Savas Kalenteridis. Alors ce sont deux Grecs, hein. Donc Constantin, lui, il est diplômé de l'Université des sciences politiques d'Athènes. Vous le verrez beaucoup dans les médias, les réseaux sociaux, en train de parler du livre. Et Savas Kalenteridis, et lui, il est colonel des services de renseignement grecs, qu'on prononce par l'abréviation EYP. Alors, pourquoi on va parler de ce livre? Bon, moi j'ai visité la Turquie, c'était en novembre 2022, hein, j'étais 10 jours avec un collègue. Et donc en fait la Turquie, ils sont en confrontation avec les Grecs pour des morceaux de cailloux dans la mer entre les deux continents. Et donc c'est la guerre pour des morceaux de cailloux. Et alors il faut aussi savoir que ces deux auteurs, peut-être on peut penser qu'ils ont un parti pris. Vu que ce sont des Grecs et qu'on parle sur les Turcs, on pourrait faire vice-versa. Voilà. Donc, alors comment est-ce qu'on va commencer? Parce que j'ai lu le livre, hein, je l'ai un peu structuré à ma façon. Alors, on va commencer, en fait, dans le livre, on commence en fait par la politique étrangère de la Turquie. Alors, il faut savoir que le chef de l'État turc, c'est un démagogue et un autocrate, hein, vous l'avez sûrement vu dans les médias à la télévision, qui a longtemps caché son jeu, et donc lui il est un peu comme Poutine, il veut restaurer, c'est un nostalgique qui veut restaurer la puissance de l'Empire ottoman. Donc il faut le voir comme ça, l'autocrate, mais moi ça s'appelle un dictateur. Et donc il fait beaucoup de chantage, hein, le chantage sur la Suède pour entrer dans l'OTAN, beaucoup de confrontations avec Erdogan, hein, il cherche... enfin pas les problèmes, mais ils cherchent la confrontation, hein. Donc on peut aussi se poser la question sur pourquoi un membre de l'OTAN, hein, la Turquie, l'armée turque, achète des missiles S-400 russes et qui demande après aux Américains de lui vendre des avions F-35. Alors il fait aussi le chantage des migrants, hein, vous avez vu, hein, on ouvre la frontière, on libère les migrants de la Turquie pour qu'ils viennent en Europe, voilà quoi. Alors on a aussi le meurtre de Khashoggi, hein, l'opposant politique qui a été assassiné par le service secret de l'Arabie Saoudite, sur ordre de MBS. Là aussi il a joué la girouette, hein, voilà, on connaît un peu son profil, hein, Erdogan. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire, voilà, donc ça c'est déjà pas mal pour entrer en matière dans les livres. Alors, il faut savoir aussi que la Turquie, c'est l'endroit où on emprisonne le plus de journalistes au monde. Oui, parce qu'on n'aime pas la liberté d'expression, on n'aime pas les médias, on n'aime pas la vérité. Donc, on met en prison les journalistes. Alors, on a beaucoup d'exilés en Europe. Hein. Je pense par exemple au rédacteur en chef de Cumhuriyet, qui a dénoncé les camions de livraison d'armes pour les djihadistes. Voilà, vous avez vu les images sur YouTube, hein. Donc c'est le journal qui les a publiées. Il faut savoir aussi que Erdogan, avec sa famille, hein, le président turc, avec sa famille, des prête-noms, ils sont impliqués dans le trafic de pétrole entre la Syrie et la Turquie, entre l'Irak et la Turquie. Vous avez vu toutes ces images, des milliers, des centaines de camions sur les routes qui traversent le pays, qui font la file. Moi, je les ai vues, les images, donc je n'ai pas oublié. Enfin, maintenant, ça m'a fait un rappel, maintenant j'ai compris, parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Mais je savais qu'il y avait eu du trafic, mais on ne savait pas c'était qui. Alors, donc ça c'est en famille, hein. Alors, vous avez aussi des écoutes téléphoniques sur Erdogan qui ont fuité. On parle des millions d'euros, il y en avait 14 millions ou 40 millions au total, et on entend Erdogan dire à son fils Bilal, je crois que c'est Bilal, hein, je ne sais pas si je ne me rappelle plus, en tout cas c'était son fils au bout du fil, il lui a dit que son fils lui disait qu'il y avait encore 14 millions à évacuer de la maison. Voilà, donc voilà, un président turc qui a 14 millions d'euros. Alors ça c'est qu'une partie du butin, hein, je suppose que la Turquie lui sert de butin quoi, pour s'enrichir. Alors celui qui a fait les écoutes téléphoniques, le procureur, bah, il a été limogé, hein, puisque c'est le président turc, et donc les citoyens n'ont pas le droit de connaître le tenant et les aboutissants de l'affaire. Il faut savoir aussi qu'Erdogan, à travers ses services secrets, le MIT, qu'on prononce par Milli İstihbarat Teşkilatı. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut savoir aussi que Erdogan, comme
on l'appelle le sultan de Turquie, il a fait voter une loi au Parlement qui donne l'immunité à tout agent vis-à-vis de la justice. C'est comme un permis de tuer. Donc aucun procureur, aucun juge ne peut arrêter ou interroger un agent de l'immunité. Alors, comment ça fonctionne, l'immunité, vous allez me dire? Ah ben, vous avez un fidèle, un homme qui est placé par Erdogan, qui s'appelle Hakan Fidan. Alors lui, c'est la boîte noire du régime d'Erdogan, c'est le bras armé d'Erdogan, il obéit qu'à Erdogan, il connaît il est le secret d'Erdogan, il connaît le régime politique, il sait tout quoi, Hakan Fidan. Alors lui, c'est un ancien militaire, de 86 à 2001, il a étudié à l'étranger au Maryland, il a une licence en gestion de sciences politiques. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il a fait une maîtrise à l'université de Bilkent avec une thèse intitulée le rôle du renseignement dans la politique étrangère. Voilà. Dans toute politique étrangère, il y a toujours des renseignements. Les services de renseignement sont là pour appuyer les décideurs et les politiciens, en principe, du Parlement, à faire les bons choix, à ne pas se tromper. Ils devraient être là pour protéger l'État. Voilà, donc ça c'est normal. Donc après, il a fait une thèse de doctorat intitulée « La diplomatie à l'ère de l'information », l'utilisation des technologies de l'information dans la vérification des traités. Alors, je suppose que les vérifications des traités, c'est tous les traités, tous les accords intergouvernementaux, ou bien avec l'ONU, voilà quoi. Je suppose que c'est ça. Alors, Hakan Fidan, c'est pas un homme qui est bon, donc il ne faut pas prendre exemple sur lui. Pourquoi? Parce qu'après, quand je vais vous lire le palmarès du MIT, des services secrets turcs, faut s'enfuir, parce qu'ils font que le mal. Donc c'est pas un bon, si vous regardez la vidéo, c'est pas un bon exemple à prendre, donc ils sont totalement à côté de la plaque. Alors, je vais continuer avec Hakan Fidan. Alors, d'après les Israéliens, de ce que j'ai lu dans le livre, parce que moi je l'ai lu le livre, alors il est décrit par les responsables israéliens comme l'ami de l'Iran. Alors, Hakan a déclaré par le passé que l'Iran avait le droit de développer le nucléaire à des fins pacifiques. Donc, ils n'ont pas apprécié cela, les Israéliens. Il faut savoir aussi que Hakan Fidan est représentant turc de l'AIEA à Vienne. Donc, voilà, ça explique cela. Alors, je pourrais rappeler aux gens qui me regardent, tant que le développement nucléaire iranien il est pacifique, moi j'y vois aucun problème, tout le monde n'y voit aucun problème. Mais bien sûr, si on veut fabriquer l'arme atomique, il faut savoir aussi que est-ce que l'Iran a signé un traité qui interdit la prolifération de fabriquer des armes? Ça aussi c'est une question que j'aimerais bien qu'on me réponde un jour. Alors en fait, donc l'Iran aussi soupçonne Hakan Fidan d'avoir communiqué le nom des informateurs, des espions israéliens en Iran. Vous savez, les séries de meurtres. Les Iraniens, ils ont pu arrêter les espions qui ont travaillé pour le Mossad, pour assassiner les scientifiques qui travaillent sur le programme iranien. Là aussi, les Iraniens soupçonnent Hakan Fidan d'avoir donné des noms au VEVAC. C'est les services secrets iraniens, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hakan Fidan, de bien et de pas bien? Il a réformé, il a purgé, modernisé le MIT, le service secret turc. Il a donné des moyens matériels pour acheter des satellites d'écoute. Et voilà, il a restructuré le service, parce qu'avant c'était vraiment chaotique. Et donc, alors il a créé un petit réseau d'informateurs, d'agents de renseignement du Mossad en Iran. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, il faut dire aussi, comme je l'ai dit au début, l'institution se trouve au cours du déploiement et des actions du pays. C'est la garde prétorienne d'Erdogan. Il a modernisé le SIGIN, c'est tout ce qui est signaux électromagnétiques, construction d'un bâtiment neuf. Il a mis des civils à la place des militaires. Voilà, c'est ça qu'il a fait de bien. Mais attention, vous allez voir qu'il a un ennemi, le MIT. Toute sa puissance et toute sa force, toutes ses synergies sont dans la lutte contre le PKK et la confrérie islamiste des Fatah Gulen. Voilà à quoi ressemble MIT. Alors, on va commencer par le terrorisme, les djihadistes, les islamistes, là, les coupeurs de tête qu'on voit à la télévision. Alors, la Turquie a trahi ses alliés occidentaux dans la lutte antiterroriste en Syrie. La réponse est oui. Ils ont fait ça, ils ont joué leur partition. Il faut savoir que chaque pays, il n'y a pas que eux, chaque pays, comme en Afrique, ils ont leurs marionnettes sur le terrain. Comme en Libye, avec les Français qui arment Général Haftar, avec les Émirats Arabes Unis, avec les drones. Donc chacun joue sa partition. Les Turcs, dans le terrorisme, malheureusement, ils ont choisi leurs hommes.
Et leurs hommes, c'est les djihadistes, les islamistes, les rebelles. Et donc, ils les ont armés, hein, en leur livrant, je ne sais pas si vous avez vu les images aussi à la télévision, des canons de semi-remorques remplis d'armes qui sont arrêtés par les gendarmes et la police, les agents du MIT qui sont arrêtés, et on ouvre les cartons, on voit des obus. Donc, il y a plusieurs livraisons. Alors, il faut savoir aussi que les Turcs, ils ont créé une autoroute du djihadisme, hein, c'est comme ça que je le vois, une autoroute du djihadisme pour les entrées et les sorties du territoire turc. Aussi pour aller soigner gratuitement les prises en charge à la frontière dans les hôpitaux turcs, il faut savoir ça aussi. Alors, ça je vous ai dit, donc les armées formaient les djihadistes. Alors les services secrets turcs, ils ont la Sadat, c'est l'équivalent du Wagner. Donc là, ils vont former des rebelles, des islamistes à la guérilla en Turquie et en Syrie. Donc c'est un groupe militaire privé avec des anciens militaires turcs. Hein. Alors, multi-livraison d'armes pour les djihadistes, les rebelles via les unités. Alors, il faut savoir pourquoi ils s'appuient sur les rebelles, et sur les islamistes pour tuer les soldats du PKK, parce que vous savez, le PKK, c'est les Kurdes, ils sont un peuple qui n'a pas de frontières, qui vit à cheval sur plusieurs pays. Et Erdogan, avec ses alliés gouvernementaux du MHP, c'est l'ultra-droite nationaliste, ils ne veulent pas des Kurdes qu'ils aient un territoire. Donc, ils les voient comme une menace, alors que c'est des citoyens turcs aussi, hein, parce qu'ils vivent en Turquie. Donc, si ces islamistes font le sale boulot, le sale job du service secret turc et de l'armée turque, on les arme, on les finance, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le livre aussi, hein, que la Turquie soutient les groupes islamistes dans la lutte des Kurdes. Ils ont peur d'un avènement d'un territoire kurde, comme j'ai dit, d'un État kurde. Alors, si quelqu'un peut faire ce boulot, ils vont le faire. Hein. Alors, ils ont aussi collaboré avec des émirs d'État islamique. Hein. On a vu, il y a quelques images sur YouTube où on voit l'armée turque escortée par les djihadistes de l'État islamique, hein, sur certains territoires où ils sont les chefs, quoi. Contrebande de pétrole syrien avec la famille Erdogan. Voilà, ça c'est le côté islamiste, djihadiste et État islamique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire alors, maintenant on va parler un peu de politique étrangère, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui se passe en France avec les mythes, les services secrets turcs? Alors, il y a un activisme souterrain, hein, qui emploie des groupes violents, des tueurs, des mafias turques, ultranationalistes, des loups gris pour assassiner des citoyens turcs. Ça, c'est en Turquie. Alors, il faut savoir aussi que l'AMIT a commis des assassinats à Paris, chez nous, hein, en plein cœur de Paris. Hein. Ils ont ciblé, ils ont assassiné 3 militantes kurdes du PKK, hein, via leur chauffeur. Alors, leur chauffeur, il était atteint d'une tumeur au cerveau, hein, inguérissable, qui allait mourir. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, les services secrets turcs, pour commettre cet assassinat. Alors, c'est 3 femmes, hein, c'est un lâche, qui a tué 3 femmes avec son pistolet. Il a tué Sakine Samsis, Fidan Dogan et Leila Solemez. Alors, ce sont les trois femmes qui ont créé la branche féminine du PKK. Alors, c'est des femmes qui sont charismatiques. Hein. Alors, je vais vous montrer un documentaire, hein, dans la deuxième partie de cet assassinat. Vous allez voir l'avocat. Il y a des multiples conversations interceptées entre la Turquie, les services secrets turcs et cet homme de main, cet assassin qui a tué les 3 femmes. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans le dossier, qu'il y a aussi les services secrets français, la DGSE ou la DGSI, ne collaborent pas à l'enquête avec le juge d'instruction. Donc ils ne veulent pas que la justice fasse son travail, hein, qui rend une justice aux victimes, à la famille des victimes. Et donc ils ne veulent pas donner les documents parce les services secrets français, ils ont des éléments en main. Ils savent très bien qui fait quoi dans le dossier, mais ils ne veulent pas communiquer ça au juge. Et donc on peut se poser, comme vous allez voir dans le documentaire, qu'il y a des contreparties sur le silence des services secrets français. Donc je ne comprends pas, moi, en tant que citoyen, pourquoi les services secrets ne donnent pas à la justice tous les documents. Souvent, comme dans les affaires au Pakistan, c'est pour cacher la vérité, pour pas que les victimes puissent se retourner contre les commanditaires de l'assassinat. Et moi je pense que si on ne donne pas les documents, on fait le jeu des assassins, quoi. Voilà. La justice, c'est la justice. Après, c'est les services turcs qui jouent leur partition au détriment de la vérité judiciaire, c'est pas bien. Voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Alors, on a eu des tentatives de meurtre en Autriche, hein, de 4 personnes. Hein. Alors, le tueur Feyyaz Öztürk se livre à la police autrichienne, hein, et montre son passeport italien, parce qu'il vivait d'Italie, il était venu en Autriche pour assassiner.
Alors, il déclare qu'il a reçu des ordres de tuer des services secrets turcs. Il a tué une femme politique autrichienne qui est kurde, qui s'appelle Berivan Aslan, en août 2000. Alors, il y avait 4 personnes assassinées. Il y a aussi un rédacteur en chef du magazine en ligne, Zag, Peter Pils. Lui aussi, il devait l'assassiner. Donc, cet homme, c'était un Turc qui s'est livré tout simplement au service secret autrichien. Il a raconté son histoire. Hein. Alors, tout ça, c'est du réseau des services secrets turcs. Hein. On utilise des hommes de paille et tout ça. Donc, vous voyez, ils font beaucoup de conneries, hein, pour rien. Alors, on a aussi de la surveillance de la diaspora. Surveillance diaspora pour avoir du renseignement sur qui fait qui et qui est quoi, comment il s'appelle, pour faire des pressions, pour arrêter les gens, faire des kidnappings. Ils ont fait des kidnappings, les MIT, on verra ça après, dans quel pays. Alors, on déclare terroriste tous les membres de Fethullah Gülen, c'est une confrérie islamiste. Et donc c'est l'ennemi d'Erdogan, ils étaient associés dans le gouvernement, jusqu'à quand Erdogan essayait de les dégager, donc ils sont retournés contre lui. Hein. C'est lui qui a commencé, Erdogan a créé les problèmes, donc Fethullah Gülen il vit aux États-Unis. Hein. Je pense qu'il a obtenu une aide politique là-bas, donc tous les membres sont déclarés ennemis d'État. Alors quand on pose une question, par exemple comme journaliste français à la conférence avec Emmanuel Macron, notre président, il a posé une question, Erdogan a répondu « Vous êtes un Fethullah Gülen ». Parce que le journaliste avait osé demander « Est-ce que la Turquie lutte contre le terrorisme en Syrie ?» Ça n'a pas plu à Erdogan, donc il a dit ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire comme je vous ai dit, le MIT, la justice turque, abuse du mécanisme des notices rouges d'Interpol. Hein. Donc, dès que quelqu'un est un ami qui est un ami de membre de Fethullah Gülen ou qui traduit un document ou qui est accusé, peu importe les chefs d'inculpation bidons, on le met en notice rouge et il est recherché par Interpol. Alors, qu'est-ce qu'il fait le MIT? Alors, le MIT, il menace, il tue et kidnappe en Afrique, par exemple au Tchad. Au Kyrgyzstan, ils ont kidnappé un éducateur. Dans les Balkans, ils ont kidnappé au Kosovo plusieurs personnes, je pense qu'il y en avait 6, voilà, en 2018. Au Kenya, ils ont kidnappé Saladin Gülen, je pense qu'ils l'ont même assassiné, je pense. Alors, à l'époque, il y avait déjà 780 notices rouges, hein, des recherchés par l'Interpol, c'est ce que je vois dans mon résumé. Alors, tous ces gens, il faut les rapatrier. S'ils ne veulent pas revenir, on appelle le MIT et le MIT va kidnapper les Turcs. Alors, vous voyez, ils appliquent leurs lois sur les territoires étrangers. Et je trouve que les pays européens, ils ne sont pas énergétiques, ils ne font pas leur job, ils laissent faire le MIT. Voilà. Donc, je pense que les services secrets devraient avoir des informateurs dans les diasporas africaines, turques et tout ça, hein, parce qu'ils vont tous à la même mosquée, là, et pour avoir un peu savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, comme je vous ai dit, en France, ils n'hésitent pas à assassiner des Kurdes sur notre territoire, des Arméniens aussi qui ont été assassinés en Europe. Alors, il faut savoir que le réseau MIT, ils ont des ramifications au niveau de la diaspora. Hein. Ils ont les loups gris, c'est un groupe ultranationaliste violent qui est associé à leur parti, le MHP, qui gouverne avec Erdogan. Hein. Ils sont présents en France, en Belgique, en Autriche, en Allemagne, voilà. Ils utilisent la pègre pour frapper les citoyens qui ne sont pas d'accord avec la politique d'Erdogan. Hein, c'est les loups gris. Hein, ils utilisent aussi la mafia. La mafia aussi qui travaille pour les services secrets, tout ça, quoi. Alors il faut savoir aussi que le MIT il a été impliqué dans les affaires de drogue. Hein, je vais vous lire ça après dans ma tablette. Hein, un récit du chapitre. Comme le MHP c'est un parti politique officiel qui gouverne avec Erdogan, il est près de la mafia turque, il y a des photos, vous pouvez trouver des photos sur internet, j'ai regardé. Alors c'est un parti, dans les livres qu'on décrit, qu'il est organisé militairement, son orientation est l'extrême droite, et il gouverne avec l'AKP, avec Erdogan. Alors le chef de parti se fait désigner par les mots suivants, Bojbok. Alors c'est un titre de chef de milice hérité de l'empire de l'époque ottoman. Leur bras droit, c'est les loups gris. Hein. Il a été blacklisté par le ministère de l'Intérieur et dissous. Alors ils utilisent la violence et le meurtre contre des civils, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors le MHP, c'est le bras armé. Les loups gris sont les bras armés du parti politique, hein, du MHP.
Alors, ils ont des liens avec les forces spéciales et une unité de police turque, quoi. Le POD B, c'est comme ça que ça s'appelle, quoi, en Turquie. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, il y a quand même des points noirs au niveau du MIT. Alors, il y a eu une opération d'un agent double du PKK au sein du service secret turc. Alors, je vous explique. C'est un membre du service secret turc, hein, c'est dans le livre. Et là, je dois dire franchement, bravo au PKK, hein, parce qu'ils ont réussi à kidnapper un directeur des opérations et un directeur des ressources humaines au Kurdistan. Et donc, il est entre les mains du PKK. Comment ils ont fait cette opération? C'est très simple. L'agent double, qui était membre du MIT, il a livré des vrais militants kurdes. C'est-à-dire qu'ils donnaient des éducations au service, et les services allaient arrêter les militants kurdes, et donc ils ont pu rafler des résistants du PKK, quoi. Et donc, suite à cela, il a tendu un piège, l'agent, à ses chefs, et donc ils ont pu arrêter le directeur des opérations, voilà, quoi. Donc, je vais vous lire après quelques extraits de ce livre, hein. Alors, le MIT collecte des renseignements, hein. Il fait aussi la subversion en Syrie. Ils ont envisagé de faire un coup d'État, hein. Ils ont des affinités avec le Hezbollah, les organisations chiites. Donc, ils équipent et forment les alliés djihadistes. Alors, beaucoup de blanchiment d'argent avec l'Iran, parce que le pétrole, ça rapporte du pognon, des dollars. Donc, ils vont s'associer avec des généraux iraniens, avec des hommes d'affaires iraniens pour vendre le pétrole iranien, parce que je dis c'est des voleurs de pétrole, des Turcs, ils sont connus depuis l'Iran et la Syrie. Donc avec la force Al-Quds, ils ont des contacts avec des hauts fonctionnaires turcs, avec les généraux, avec des banques, et donc ils vont blanchir l'argent comme ça, hein. Vous allez voir dans le livre, il y a des chapitres de ça. Corruption de hauts fonctionnaires, de banquiers pour blanchir l'argent du pétrole, comme je vous ai dit, voilà quoi. Donc il y a eu des opérations au niveau du contre-espionnage du MIT en Turquie, hein. Ils ont arrêté 15 personnes soupçonnées d'espionnage pour le Mossad. C'était des étudiants, hein, qui travaillaient pour le Mossad, recrutés par le Mossad, hein. Ce sont des étudiants d'origine du Moyen-Orient. Arrestation d'un agent iranien dans l'Est en Turquie. Qu'est-ce que ça a donné? Je sais pas quoi, hein, on ne voit pas. Ça, j'ai vu ça sur YouTube, hein. Alors, dans toutes ces histoires que je vous ai racontées, vous avez vu au niveau économique, ils sont zéro. Il n'y a pas de veille, il n'y a pas de forme de gros contrats d'espionnage économique avec le MIT vis-à-vis de ses voisins, hein. Ils sont complètement passifs. Il n'y a pas une section au niveau du MIT pour aider les sociétés. Il n'y a pas de diplomatie économique. Par exemple, chez nous, à la DGSE, une partie du service travaille pour son pays, pour les entreprises. En Turquie, il n'y a pas. Donc vous avez vu, toute la puissance, elle est faite pour faire le mal, quoi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on fait le mal. Alors, le MIT, les services secrets turcs, qui sont très présents, comme je vous ai dit, en Allemagne aussi. En Allemagne, ils ont 6000 informateurs, c'est ce qu'on voit dans les livres, en Allemagne. Ils ont tenté de recruter des fonctionnaires allemands. Alors, ils ont fait des opérations en Inde. Alors, en Inde, c'est spécial, hein. Je vous ai dit comme ils font le mal. Alors, le renseignement indien a qualifié le plaque tournant des activités anti-indiennes du service secret turc. Le gouvernement est accusé d'avoir tenté de radicaliser les musulmans indiens. Voilà, tout ce qu'ils font en Inde, quoi. Alors, l'MIT est présent en Libye, d'opérations contre le maréchal Haftar et les autres, je ne sais plus comment il s'appelle, la capitale libyenne. Des activités d'espionnage avec des civils aussi. J'étais où, je ne sais plus c'était quel pays, j'ai oublié le pays. Donc, vous voyez, en fait, les activités des civils, c'est comme en France, hein. Dans le Grand Est à Strasbourg, il y a le Parlement européen. Il y a une grande communauté turque, hein, qui est établie sur le territoire, il y a des mosquées, tout ça, ça fait partie de l'environnement, de l'influence turque. Je vais vous montrer des dias après, vous allez voir, à la fin je vous présenterai des dias au niveau diaspora, au niveau ONG, mosquée, le Dianet. Il faut savoir que tous les imams de la Turquie sont financés à partir de la Turquie. Ce sont tous des hommes de paille, quoi. C'est pas un imam libre qui est libre de parler et de penser, de dire ce qu'il pense. Ils sont tous dans la ligne directrice du pouvoir, quoi. Alors en Afrique, l'Afrique c'est important pour les services secrets turcs, hein. L'ouverture de marché, l'industrie, la défense, construction, gestion d'infrastructures, c'est ça qu'ils visent, quoi.
En Somalie. En Somalie, ils sont très très présents en Somalie, les Turcs. Ils considèrent ce pays comme un protectorat turc. Ils ont la plus grande ambassade de Turcs à Mogadiscio en Somalie dans le monde. C'est là-bas qu'il y a la plus grande ambassade. Les officiers de l'académie militaire apprennent le turc en Somalie. Vous avez vu, ils ont réussi à imposer leur langue. Alors, c'est obligatoire, bien sûr. Alors, il y a 2000 Somaliens, des guerrieros, quoi, qui ont été envoyés à Tripoli pour faire la guerre, pour assister la Turquie contre le général Haftar. Et donc, ils visent le pétrole somalien comme en Libye. Ils ont 4 bateaux de forage en Somalie pour faire la prospection. Et voilà, donc ça c'est... Donc en fait, comme je l'ai dit, l'Afrique, c'est ça qu'ils visent. C'est l'Afrique, le marché d'avenir, c'est l'Afrique. Il y a les ressources minières, il y a le pétrole, il y a le gaz. Il faut juste aller se servir et armer les Africains les uns contre les autres, ou bien prendre le territoire de force s'il faut, en mettant des marionnettes, comme on a fait la colonisation française. Donc voilà, ça c'est pour les Turcs. Donc je vais vous présenter les deux diapositives, une cartographie avec les ONG et une autre cartographie avec tout ce qui est l'environnement du MIT. Voilà, donc on a vu un peu pour les services secrets turcs. Maintenant, je vais vous lire quelques bonnes feuilles du livre. Drogue, mafia et loup gris. Voilà le titre du chapitre. Et celui-là, il est pas mal, ça vous donne 4-5 pages très explicatives sur les services secrets turcs. Le pactole des drogues. Alors je vais vous lire. La compétition entre les services secrets turcs et la Direction générale de sécurité de la police nationale ne s'est bien entendu pas limitée au domaine du renseignement. La direction du renseignement d'état-major, la direction du renseignement de la gendarmerie, c'est-à-dire la gendarmerie turque, qui est contrôlée par les forces armées turques, et a joué un rôle aussi dans cette guerre souterraine entre services. Le phénomène qui avait ses racines dans les décennies précédant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan avait d'autres dimensions importantes, en plus de la connaissance de la rivalité professionnelle entre les services. Leur participation aux différentes phases de la lutte de pouvoir entre politiciens et militaires, dans laquelle les services contrôlés par chaque parti étaient impliqués, fait partie de l'histoire moderne de la République turque. Mais un aspect aussi étrange que ça puisse paraître pour un pays comme la Turquie qui aspire à avoir un discours régional important était le différend sur le contrôle d'énormes sommes d'argent provenant du trafic de drogue à travers le pays. Ce phénomène est documenté et étayé par une mine d'informations et de données provenant non seulement de sources turques, mais également de sources étrangères officielles et d'organisations internationales. L'implication des services de renseignement, de la police, des officiers armés, de la gendarmerie, surtout des services spéciaux du JTEM, de la gendarmerie turque, a été pleinement documentée, incluant même la citation de données et de témoignages d'anciens officiers. Dans le même contexte, il y avait aussi l'implication des foyers idéalistes d'extrême droite, le MHP. Le MHP, le parti extrême droite ultranationaliste qui gouverne avec Erdogan là maintenant, et la mafia turque, dont les liens avec les services secrets turcs sont bien connus. La Turquie, qui était dans le milieu des années 70 essentiellement un territoire de transit de l'héroïne en provenance d'Afghanistan à destination des pays d'Europe, est devenue dans les années 90 un pays de production, transformation, exportation. La cause de cette évolution réside dans le contrôle accru exercé par certains nombres de pays sur les produits chimiques permettant la transformation près des lieux de production de l'opium afghan, pakistanais en morphine et l'héroïne en dernière. Différents facteurs internes ont conduit la Turquie à devenir, dans les années 90, le principal transformateur exportateur d'héroïne en direction de l'Europe de l'Ouest. Les militaires ont utilisé la drogue pour financer certaines opérations, menées en particulier par les supplétifs recrutés dans les régions. D'une façon générale, mafia, armée, services secrets, paramilitaires, guérilla se livraient à une concurrence effrénée pour les profits de l'héroïne. Depuis les déclarations de certains militaires turcs qui ont tenu à garder l'anonymat et d'agents du service secret turc, de MIT, plusieurs centaines de kilos d'héroïne confisquée et qui n'étaient jamais déclarés par l'armée lors d'opérations contre le PKK étaient systématiquement remis au réseau constitué de sympathisants de l'extrême droite, les loups gris, et débarqués plusieurs fois par an dans des ports espagnols. En Anatolie, une prime de 1000 $ était offerte pour toute information que personne donnerait pour des cachettes, quoi. Alors, la démission du ministre de l'Intérieur Mehmet Agar le 8 novembre 1996 fut provoquée par la présence manifeste trop voyante des liens de police et des milieux gouvernementaux avec la mafia. Voilà. Ancien directeur général de la Sûreté, Agar était un protégé du vice-ministre ministre des Affaires étrangères, Tansu Çiller. Voilà, quoi. Donc ça, c'est pour le volet drogue du MIT. Si vous continuez, maintenant je vais vous lire
avec la DGSE en Turquie. Ça, c'est pas mal. Vous allez voir. Alors, le chapitre s'appelle Les Turcs de la DGSE. En juin 2020, selon la presse turque, 4 agents d'origine turque qui travaillent pour la DGSE se sont dénoncés aux autorités en Turquie. La raison en est un désaccord entre la DGSE et l'agent principal qui travaille au consulat français d'Istanbul. Ces 4 espions collectaient des informations sur le fonctionnement interne des fondations conservatrices, des groupes religieux et la direction des affaires religieuses en Turquie et les Diyanet, ainsi que sur leurs employés. Alors, selon l'enquête, le suspect principal, Metin Özdemir, utilisait une fausse carte d'identité appartenant à un agent de l'unité et collectait des informations concernant le Daesh et d'autres groupes terroristes. Les cibles étaient les fondations pour la femme et la démocratie, Kadem, voilà. L'agence de secours humanitaire Sudaka Tassi et la fondation pour la jeunesse pionnière qui a par le passé fait l'objet d'une attaque à la bombe par le groupe terroriste du parti communiste marxiste-léniniste MLKP. 4 agents de la DGSE. Franchement. Allez, écoutez la suite, hein. Après je vais vous dire mon avis, vous allez voir. Légionnaire. Ça va sûrement être l'officier traitant, entre guillemets. Metin Özdemir a déclaré avoir contacté l'armée française lors d'une mission alors qu'il était soldat de l'armée turque en Afghanistan et désirait devenir légionnaire en France. Après la fin de son service militaire, Özdemir est retourné en Turquie et a travaillé au consulat général de France à Istanbul en tant qu'agent de sécurité. En 2013, Özdemir a rencontré une personne au nom de code Bruno, qui avait des liens étroits avec la DGSE. Bruno, lui, a alors proposé son aide pour son projet de devenir légionnaire en échange de collecte d'informations. Selon ses aveux, Özdemir avait recueilli des informations sur plus de 120 personnes, dont des imams, et les a transmises aux autorités françaises. Très satisfait de son travail, 2 autres agents de la DGSE ont pris contact avec lui afin qu'il continue sa mission de collecte d'informations. Ben oui, si on a une marionnette sous la main, il travaille sur le terrain, pourquoi on ne continue pas avec lui, puisqu'il a fourni des informations brutes. Les 2 autres agents s'identifiaient comme étant les officiers Virginia et Sébastien. Refusant de donner leur nom de famille, Özdemir communiquait avec ses officiers traitants uniquement via une cabine téléphonique. J'espère pour lui que ce n'est pas la même cabine téléphonique qu'il utilisait comme la mafia en Italie, aux États-Unis, hein, parce qu'il faut qu'il change de cabine, le gars. Alors, donc, il est contacté via une cabine téléphonique car il avait compris qu'il menait des missions d'espionnage. Bah oui. Rémunéré 300 € par l'affaire, il vit rapidement son salaire porté à 600 €. 600 €, vous imaginez? Des cacahuètes. Alors, Özdemir a reçu par la suite d'ordre d'espionner les fondations conservatistes des quartiers Fatih, Bayrampaşa, Esenyurt, Zeytinburnu, Üsküdar. Ça, j'ai visité Üsküdar. Ümiramiye et Başakşehir à Istanbul. Plus tard, il a inclus 3 personnes dans ses activités d'espionnage. Donc, il a recruté 3 autres personnes. Ainsi, un employé municipal du nom de Lofti Yilmaz, propriétaire de l'hôtel Sali, Gemal Yigit, et un commerçant du nom de Faisal Tambasesi commencèrent à lui fournir des informations en pensant qu'il travaillait pour la MIT. Pour mieux convaincre ces recrues, Özdemir leur fit croire que les cibles étaient des organisations terroristes telles que Daesh. Pour cela, il avait même fabriqué une fausse carte du MIT. Ambassadeur de Turquie en France, Ismail Miki Moussa a confirmé l'existence d'une affaire entre les 2 pays quelques jours après des informations publiées dans le journal turc gouvernemental Sabah. Eh ben franchement, si vous pas rigoler, j'avais jamais entendu une histoire comme ça de recrutement dans une ambassade d'un agent de sécurité pour devenir un espion de la DGSE. Mais si vous voulez lire ce bouquin, qui est très bien documenté, hein, qui est une petite pépite hein, pour ceux qui s'intéressent au service secret turc. Il est très bien, hein. Donc si vous travaillez dans une entreprise privée, vous faites de la politique étrangère, je vous conseille de le lire parce qu'il est vraiment bien, sourcé à partir de sources ouvertes, hein, d'articles de journaux. Alors il faut savoir qu'en Turquie, beaucoup d'affaires sortent dans la presse, mais malheureusement les procureurs sont mis en prison ou virés, dégagés, dès qu'ils sortent une affaire qui est en lien avec la sécurité du pays, quoi. Donc c'était le Milli İstihbarat Teşkilatı, les services secrets turcs. Voilà, c'est terminé.